Voilà. Donc, peut-être aussi, vous souvenez-vous, il y a de cela un peu plus longtemps, je vous avais peut-être proposé d'aller découvrir par l'intermédiaire de petits enregistrements vidéo certains moments de la création de Michael Rovner, donc cet artiste qui intègre plusieurs médias, dont notamment le son, l'usage de la photographie, mais également du film, donc de la vidéo, ce qui n'est pas facile d'explorer uniquement à travers des images fixes. Maintenant, je pense qu'il est possible de projeter des petites vidéos à travers notre système, mais je ne sais pas comment ça fonctionne et par rapport à l'enregistrement, donc je ne me suis pas lancée là-dedans. Ceci est simplement une petite référence, vous voyez, ça dure 5 minutes, qui est une proposition pour découvrir l'image en mouvement et avoir une présence sonore aussi dans son travail. Donc voilà, je vous le mentionne, vous aurez peut-être envie d'aller le découvrir après, donc il ne faut pas s'inscrire spécialement sur Vimeo, hein, c'est en accès direct. Mais il y a bien d'autres choses disponibles aussi. Hein. Alors, j'ai fait le choix de vous parler d'abord d'un moment particulier du travail de Rovner, qui est de l'ordre de la construction de petites structures qui deviendraient un peu des petits bâtiments, des petits temples. Et ces éléments, je vais vous les montrer dans le contexte du Louvre, de la cour de l'esplanade du Louvre, puisqu'elle a été invitée à participer, donc à déployer son travail à l'extérieur du Louvre et dans le Louvre en 2011. Et ceci, c'est un projet, c'est une création via l'image ordinateur de ce qu'elle a décidé de placer à l'extérieur du bâtiment. Donc, ce sont des constructions qu'elle appelle MACOM, la numéro 2, la numéro 4. Et MACOM, se traduit, donc c'est un terme hébreu, puisque Rovner est une artiste israélienne. Donc, ici, elle utilise un terme hébraïque, MACOM, que l'on peut traduire par espace. Et voilà ce que ça donne au moment donc, où elle est intervenue à Paris pour la deuxième exposition. Donc, c'est une artiste qui est peut-être davantage connue dans d'autres pays, notamment les États-Unis, puisqu'elle vit entre les États-Unis et Tel Aviv. Mais ici, donc, elle a émis cette idée de mettre en dialogue ou de placer, en tout cas, dans un contexte qui est très architecturé. Vous avez le bâtiment structure ancienne et avec une grande histoire du Louvre. Vous avez l'édification beaucoup plus récente de la pyramide en verre par l'architecte Pei, l'architecte chinois Pei, hein, qui est un espace principal par lequel on peut accéder aux collections. Et puis, vous voyez, là, juste à l'avant de l'image, vous avez deux éléments cubiques qui ne sont pas réalisés dans le même matériau, et qui, l'un propose plutôt la ruine ou la déconstruction pour ce qui est à gauche, et par contre, ce qui est à droite est de l'ordre d'une édification, donc d'un bâtiment qui est totalement conçu, construit. L'idée, si vous voulez, de ces deux structures, elle le dit, ce sont des lieux de mémoire qu'elle appelle les temples. Donc, depuis toujours, le temple est un édifice qui est dédié à la connaissance, au savoir. Ce qui est particulier ici, c'est que ce sont des habitats que l'on pourrait dire nomades, parce qu'ils sont conçus, puis démontés, remontés ailleurs. Et elle est entourée de maçons de nationalités différentes et de confessions différentes. Donc ça, c'est une volonté de sa part de faire rebâtir ces deux petites structures à partir de pierres qui ont été collectées dans des villes qui malheureusement sont liées au conflit au Moyen-Orient. Et donc, elle a ramassé dans les décombres des bâtiments détruits ces pierres. Pour certaines sont numérotées, je vous montrerai, et après réinvesties dans la construction par des maçons qui viennent de là-bas. Donc, elle parle de temples, elle parle de maisons primitives, elle parle de
habitation qui évoque évidemment la terre, le territoire, le lieu où on peut demeurer ou celui dont on peut être chassé, donc la notion de l'exil. Donc pour elle, son travail est en relation avec le temps, c'est-à-dire que là, il y a une mention du passé, mais qui est à chaque fois réactualisée, qui est chaque fois notre présent. Donc pour elle, l'histoire est un perpétuel mouvement. Et elle dit, je souhaite trouver cette connexion avec les pierres. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce processus temporel. Et le Louvre permet ce déplacement temporel et spatial d'une salle à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc, voilà la construction qui vous montre en même temps la partie intérieure et extérieure, le fameux Macom numéro 2, donc qui est une fausse ruine, comme elle le mentionne. Ce sont des pierres qui ont été donc collectées, agencées de façon à laisser apparaître une large fissure, comme si le bâtiment lui-même était encore ouvert et marqué par voilà, un événement qui peut être de l'ordre d'une guerre, de l'ordre d'un exode. En tout cas, il reste ce qui évoque la présence voilà, d'habitants qui n'y sont plus. Je vous montre voilà, cette structure. Et donc, vous avez un côté qui est complètement monté, plein. Et puis, ce qui est assez particulier, c'est cette grande ouverture, c'est cette grande fente qui est provoquée ici, volontairement, montrant cette notion de déchirure. Voilà un autre moment où on peut voir la pyramide apparaître. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu déjà l'occasion de découvrir des écrits ou de l'entendre s'exprimer, cet auteur Delphine Orvilleur, qui est en même temps première, enfin alors j'ai du mal, je ne sais pas, rabbine ou premier rabbin de France. Et il y a un petit livre ici intitulé Le rabbin et le psychanalyste, et qui parle justement de l'importance de cette fissure dans la pensée hébraïque, qu'elle met en relation avec l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire que Abraham parvient à se construire, à être lui-même en rompant, en mettant fin au chemin, à l'idée de suivre son père. Donc Abraham est celui qui rompt avec son père et en même temps qui poursuit son chemin, ce qui est un peu le parcours de chacun de nous, en tout cas ce qu'elle propose. Et donc, elle dit cette conscience du voyage donc d'Abraham, abrahamique, comme une rupture et une poursuite à la fois, peut avoir un effet extrêmement libérateur sur le parcours de la personne. Et elle cite un peu plus loin dans le texte cette fidélité à une mise en route, à une infidélité en même temps fondatrice, qui dit à chacun de nous, si tu veux rester, casse-toi, au sens littéral du terme, c'est-à-dire vis avec la fracture, la cassure, qui t'emmène ailleurs, hors de la maison, qui fait et qui défait le sens de ton identité pour que tu restes en vie et en chemin, et qu'en cela tu restes un Hébreu. L'identité juive joue en permanence sur cette cassure. Vous l'avez sans doute constaté, la cassure ou la coupure est omniprésente. Donc, elle est surjouée dans certains rituels, raconte-t-elle. Et puis, elle explique, on construit une maison et selon la loi juive, on s'assure qu'il manque un petit bout de peinture, une brique, ou qu'il y a une fissure dans le mur. Telle est la tradition juive. Pour habiter une maison, il faut toujours laisser un morceau de mur incomplet ou une pierre manquante dans l'édifice. C'est un commandement, une injonction, comme si on ne pouvait pas habiter un lieu fini. Le manque, la coupure, la cassure sont omniprésents dans le judaïsme. On se méfie de tout ce qui fait, entre guillemets, un, de tout ce qui fait complet, de tout ce qui est entier, de tout ce qui se définit comme fini et qui empêche l'infini d'habiter dans le monde et en nous. C'est comme s'il fallait toujours laisser de l'incomplétude à l'œuvre.
Là, ça c'est un petit extrait donc de Le rabbin et le psychanalyste de Delphine Orvilleur, qui, je pense, vient totalement peut-être donner une dimension supplémentaire, complémentaire à l'approche de Rovner. Donc, il parle des conséquences que peut offrir le bâtiment au moment des conflits, au moment de l'exode, et puis qui encore, donc, en vous citant Orvilleur, va plus loin dans la conception même d'avoir une partie manquante dans le bâtiment, selon cette conception judaïque. Alors, voilà l'autre réalisation, là, dans l'esplanade du Louvre, intitulée Macom numéro 4. Donc là, c'est un autre fonctionnement. La forme, si vous voulez, cubique est complète. Il y a juste une possibilité qui laisse entrevoir l'espace intérieur, mais on sent la solidité complète de cette structure. Et on peut découvrir donc la numérotation sur les pierres, ces pierres calcaires. Là, on a plutôt l'idée d'une structure forte, donc forteresse. Et ce petit lieu de passage qui permet aussi de comprendre ce principe de construction, d'édification. Donc, on peut voir des différentes photos où elle est accompagnée de ces maçons. Et tels des archéologues, ils doivent replacer les pierres en respectant la numérotation de ceux-ci pour reconstruire ce petit édifice. Donc elle dit, le public aime savoir d'où viennent les pierres, ils veulent connaître toute l'information, comme s'ils étaient dans un musée archéologique. Au contraire, j'aime effacer l'information, j'aime toujours mélanger les lieux et les époques, mon travail ne porte pas sur un seul lieu. Je désirais recueillir des pierres issues de maisons en ruine, de contextes marqués par la violence et la tension. Quelques-unes ont 50 ans, d'autres 100 ans, toutes sont de taille et de style différents. Chaque pierre porte en elle les traces du vécu des hommes. Elle témoigne d'époques et de lieux différents. Je cherche à les faire coexister en les conservant exactement telles quelles et en trouvant une manière de les assembler. Je voulais que chaque pierre touche l'autre. Cela a demandé une longue recherche dans un processus quasi archéologique. Les constructions sont faites de pierres provenant de maisons détruites en Israël, en Cisjordanie ou en Galilée. Ces constructions nomades voyagent à travers le monde. Michael Rovner dit qu'elles sont édifiées comme des bibliothèques, avec des inventaires pour répertorier les pierres numérotées pour reconstruire ailleurs. Elles portent en elles la mémoire des civilisations. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce qui est à l'origine, si vous voulez, de son processus créatif et constructif. Sur le site du Louvre, il est indiqué « Mon travail n'est pas directement lié à la question israélo-palestinienne. Je montre des situations de conflit, de tension, de fracture, de vulnérabilité. Je pars toujours de la réalité. Je l'enregistre et ensuite, petit à petit, je soutire l'image à la réalité. L'image devient plus floue, elle perd de sa définition, elle se rapporte dès lors à autre chose. » Alors ça, c'est une autre partie de sa recherche, parfois sur un élément édifié de sa part ou existant, elle va projeter des images. C'est un peu ce que l'on peut découvrir sur la page de couverture du catalogue qui a été édité lors de cette exposition de 2011 au Louvre, intitulée Histoire, Histories. Et peut-être découvrez-vous, donc on voit la partie du bâtiment du Louvre, la pyramide, mais en même temps, vous avez un effet de projection sur ces différentes structures. Et voilà comment elle se sert aussi de l'image, puisque Michael Rovner est quelqu'un qui interroge la qualité, la présence, ou au contraire, l'idée presque de l'effacement, ou de l'ombre qui vient se déposer sur une structure préexistante. Donc, elle va aussi travailler à travers différentes sections donc du département des antiquités orientales du Louvre, là où vous avez les cultures donc, de Syrie, Jordanie, Palestine qui sont représentées à travers des objets archéologiques. Elle va sélectionner
certains endroits dans ses collections et elle va projeter des images. Donc ici, sur un mur, sur une structure bâtie, elle vient positionner des silhouettes, projeter donc des silhouettes, vous voyez, blanchâtres, féminines, sans que l'on doive ou qu'elle souhaite que nous identifions les personnes. On est plutôt dans une réflexion plus générale, présence, j'allais dire, diffuse, personnages soit priant, soit un peu dansant, se déplaçant lentement. Ça peut évoquer des femmes appartenant à des périodes très très anciennes ou tout à fait contemporaines, parce que pour elle, donc je vous disais, elle conçoit son travail comme une évocation de l'histoire, avec des mouvements évidemment de rupture et à chaque fois une réactualisation des différents sujets, donc de l'archéologie jusqu'à des réalités sociopolitiques actuelles. Elle dit: je me situe dans un futur possible. Cette idée de rupture dans l'histoire m'intéresse. Depuis le début, une civilisation s'est construite sur une autre en la détruisant. Et elle explique qu'elle est extrêmement sensible à la trace qui est laissée dans une matière. Donc, aussi ancien soit l'objet, il y a parfois des petits signes qui transparaissent. Et c'est comme si elle était gardienne, elle est héritière de ces objets anciens, elle est gardienne pour les générations à venir. Et elle dit: la nuit, je déambule dans les salles désertes du musée du Louvre. Les lieux, les âges se côtoient à quelques pas de distance. La Jordanie, la Syrie, la Palestine, le Levant, la Mésopotamie, l'Égypte. Et soudain, je m'aperçois que je me trouve au cœur d'un trésor insondable, les empreintes de la civilisation. Les pierres sont une matière en vie, même si leur mouvement est très lent. Sur les pierres, la projection lumineuse va et vient, que malheureusement vous ne voyez pas ici puisque c'est une image fixe. Et son caractère immatériel vient suggérer quelque chose de fluide, de temporaire et d'instable. Il s'agit, dit-elle, comme une sorte d'écriture d'une longue vie que les pierres auraient traversée, et la lumière donc va se modeler, va changer au fil du temps. Donc, il y a une projection qui fait advenir quelque chose qui change continuellement. Donc, on est tantôt dans une présence avec une dimension matérielle qui est bien affirmée, par exemple le mur, et une part beaucoup plus immatérielle qui est liée à cette superposition de ces images changeantes, donc de ces ombres de femmes changeantes. Alors, la première fois, donc voilà encore un autre aperçu de cette projection à l'extérieur. La première fois que Michael Rovner a été exposé en France, c'est en 2005 au musée du Jeu de Paume de la ville de Paris. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a été révélée au public français. Donc elle a à cette occasion, entre autres, montré plusieurs travaux vidéo, dont celui que vous avez ici sous les yeux. J'ai pris 2 moments de cette vidéo, mais vous pouvez la retrouver même dans la petite référence sur Vimeo que je vous citais. Cette vidéo porte le titre « Chant de feu ». Alors, je dis c'est bien d'aller la découvrir via les sites internet parce que vous avez une image vivante, c'est-à-dire se construisant au fur et à mesure de la vidéo, mais vous avez aussi la présence du son, ce que je ne sais pas évidemment vous faire partager ici. Alors, ce chant de feu, de quoi s'agit-il? Il est expliqué que Michael Rovner a fait le choix de partir au Kazakhstan. Donc, on se trouve dans une région située tout à fait à l'est. Pourquoi dans ce lieu? Même s'il est très éloigné géographiquement, parce que c'est là que se trouvent les ressources principales pétrolières. Donc, ça concerne énormément de monde que cette petite zone. Et il y a bien un enjeu mondial important. Mais pour elle, ça pose aussi la question du rapport de l'homme à la nature par rapport à cette extraction de ces matières. Donc, elle a choisi d'aller filmer ce qui s'échappe, si vous voulez, de ces extractions de pétrole, une espèce d'énergie comme ça indomptable du feu, très brute.
Et cette image, elle va se densifier. Donc au début, vous la voyez au-dessus, elle apparaît extrêmement finement, comme un tracé, comme une écriture. Et puis progressivement, ce rouge va se densifier. Donc la matière se touche et devient une surface de plus en plus intense. Et elle est accompagnée d'un certain Heiner Goebbels, allemand, qui est donc un compositeur, metteur en scène, qui va lui collecter le son qui est produit par ces structures pétrolières voilà, qui s'élèvent, qui s'échappent dans l'atmosphère. Et la vidéo est donc simplement cette projection, non pas du lieu, de son contexte, mais de ce qui devient une espèce de peinture vivante, une gestuelle comme ça très 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 lente, accompagnée au départ comme d'une espèce de souffle de vent et qui va se densifier, donnant une perception très étonnante de ce lieu qui est vraiment la convoitise d'une bonne partie du monde. Donc c'est curieux parce que si on n'a pas cette explication, on ne peut pas se rendre compte de ce qui est à l'origine ni du son, ni de l'image que nous avons devant nous. Donc c'est aussi pour vous dire que Rovner est quelqu'un qui va user ou utiliser les nouvelles technologies pour retraiter évidemment l'image, retraiter le son, ce qui fait que les éléments du début ou du départ sont presque méconnaissables par rapport au travail quand il est proposé dans sa version finalisée. Voici d'autres modes de travail avec la vidéo. Donc ici, transition. Donc imaginez-vous, on est dans une salle, donc dans ce lieu d'exposition. Face à nous se trouvent 4 grands écrans, donc, qui s'érigent verticalement, qui sont en relation les uns avec les autres. C'est comme si on avait un dispositif de polyptyque, donc des toiles ou des panneaux de bois peints. Ici, ce sont des écrans, et sur ces écrans sont réalisées des projections. Alors, je ne sais pas quel effet ça peut vous donner. Donc, vous voyez que l'espace paraît énorme, c'est-à-dire qu'on est sur des territoires très très vastes, et vous avez des effets légèrement nuancés de couleurs. Donc il y a des oppositions fortes de parties claires et de parties sombres, mais vous avez des effets grisâtres, des effets jaunâtres que notre œil peut suivre. Et il y a une espèce comme ça de modulation qui pourrait vous faire penser à une sorte d'écriture, comme ça de petits signes déposés, mais ce sont, en comprenant un peu son mode de fonctionnement, des petites silhouettes humaines. Donc ces petits traits noirâtres que vous voyez en relation avec ces espèces de bandes, comme ça, de cheminement, font penser donc à des déplacements de personnes. Donc si, voilà, je crois que vous pouvez voir mon curseur, donc c'est comme si en venant de la droite, hein, ici en dessous, voilà, je traverse les 4 écrans, là j'ai une première circulation de personnes. Dans la partie jaunâtre, plus ou moins premier tiers, je vois de nouveau là un défilement d'individus, une espèce de grand cortège. J'en retrouve plus haut, ici, dans la partie sombre. Et donc, vous avez un développement presque abstrait, mais avec directement une évocation. Donc, en fait, on a des projections de vidéos réalisées à partir de personnes qu'elle a filmées et puis qu'elle a projetées sous la forme de grands panoramas. En voici un autre, ici articulé sur 3 écrans avec le même principe. Donc la volonté n'est pas de situer un lieu précis, que nous puissions le reconnaître. On est dans un dispositif très vaste. Vous avez cette grande traversée de cet oblique noir, et puis tout autour, vous voyez ces petits signes qui peuvent aussi peut-être faire penser à des évocations voilà, de petites croix, en tout cas des petites personnes. Donc elle a modifié la proportion, donc elle a énormément restreint la silhouette humaine qui devient tout à fait minuscule, qui apparaît très sombre, uniformément noire, et qui semble comme ça suggérer
une présence particulière dans l'espace. Ce sont parfois des grands, comment dit-on ça, paysages arides dans lesquels elle vient photographier des personnes, suggérant peut-être qu'on est dans des territoires où ces gens sont comme déracinés, comme en quête d'une terre d'accueil. Un peu comme chez Agnès Turnauer, il y avait cette question actuelle de la migration, des déplacements, de l'exode, donc la question de l'identité, du territoire, de la mémoire, hein, qui sont directement en lien avec cette proposition. J'ai trouvé 2 petites images qui montrent encore un peu sa manière de fonctionner. Donc là, vous avez la base d'une caméra et des personnes qui, formant une sorte de grande chaîne humaine, hein, se tenant la main, habillées tous en noir, se placent ici comme sur une crête. Elle vient donc filmer ces personnes et puis donc elle les projette dans un autre lieu, donc nous mettant et en contact avec la réalité et en même temps nous mettant dans une disposition d'une référence très, très universelle. Donc dans ces petits détails, quelque part, se cache un moment important de l'histoire humaine. Et voilà, si on prend encore cet exemple, le sans-titre 12, Panorama. Là, vous avez un seul écran, une projection vidéo, on est en 2015, et de nouveau, vous découvrez, donc je crois que vous avez compris le système, elle recrée une image à partir de ce qu'elle a filmé, de ces personnes à différents endroits du monde, et puis elle vient les mettre, je trouve, comme sur une trame, c'est un peu comme un grand textile que nous avons ici, qui suggère le mouvement, qui suggère le déplacement. Alors, c'est assez intéressant, il y a une évidence d'une gravité de sujet, mais il y a vraiment une beauté, il y a une subtilité là vibrante que l'on ressent à travers cette image, pourtant en étant que fixe. Donc si vous allez voir, si vous avez un peu la curiosité d'aller découvrir ces vidéos, les déplacements se font très lentement, hein. Donc on dit que son travail se situe aux frontières, en tout cas il interroge les frontières. Donc les frontières comme limite de territoire, des frontières symboliques aussi, identitaires. On est entre la réalité et la fiction, puisque elle tourne réellement dans des lieux, et puis ces éléments qui permettraient d'identifier ces lieux, elle les traite de façon à ce qu'ils disparaissent. Le déplacement est parfois tellement lent qu'on est à la limite d'une image fixe, alors qu'on est dans un développement animé, et que cet usage, je dirais, de la vidéo, quelque part, quand on est dans cette lenteur ou presque arrêt, est de l'ordre de la photo, voire d'un effet calligraphique ou même pictural. Donc c'est là qu'à travers l'usage des multimédias, elle nous donne des sensations de création artistique très particulières. Donc elle dit partir d'une réalité qui est une ferme en Israël, qui sont des images de guerre, de frontières, de personnages avançant dans le désert, qu'elle va manipuler, qu'elle va reconstruire pour évoquer certains thèmes qui se sont en fait démultipliés à l'échelle mondiale, alors que peut-être c'est un élément qui caractérise vraiment son pays d'origine. Donc, elle est née, donc en tant qu'Israélienne, elle est née à Tel Aviv, et Michel Reveneur, donc elle est née en 57, enfin c'est devant vos yeux, mais j'ai oublié de le dire, va d'abord faire le choix, elle va d'abord s'orienter vers la pratique de la danse, et puis doucement elle va se tourner vers les arts visuels. Alors il est évoqué qu'avec son mari, elle va fonder une école qui est consacrée totalement à la pratique de la photo, de la vidéo et du cinéma, qu'elle appelle Camera Obscura. Et puis en 88, elle va avoir l'opportunité d'aller à New York. Et elle va travailler la photographie et principalement, elle va rencontrer un grand photographe cinéaste américain qui est Robert Frank, dont vous avez ici un livre qui est un moment extrêmement important pour l'histoire de la photographie et l'histoire de l'image, et l'idée du photographe voyageur, donc qui sillonne un territoire en vue de créer à partir de ces photos un livre qui sera donc édité. Et Robert Frank
a eu l'opportunité en 1955-56 d'obtenir une bourse Guggenheim, et de partir voyager en Amérique et de collecter des moments de la vie de tous les jours, des moments très simples du peuple américain. Et puis il a opéré une sélection parmi ses photos, et ce livre donc consacré aux Américains est paru en 1958. Je fais le choix de vous montrer quelques images. Donc on nous dit une sélection de photos issues de quelques 20 000 images réalisées dans le cadre de la commande passée par la Fondation Guggenheim. Et ça traduit l'état d'esprit d'un homme qui parcourt un pays, en découvre les multiples facettes et contradictions. Si vous voulez, ce qui est intéressant en fait dans ce parcours, donc Michèle Rovner va se former, va apprendre différemment la photographie avec Robert Frank, puisqu'elle va en devenir son assistante. Et Robert Frank, il s'inscrit dans une grande tradition, qui est celle des premiers voyageurs photographes. Je fais aussi ce lien parce que Rovner présente son travail en 2011, notamment au Louvre, et vous savez probablement que le Louvre s'est créé quelque temps après la fameuse campagne de Napoléon en Égypte, en Nubie, en Israël. Donc, cette grande campagne de 1798. Donc là, on est au cœur de l'actualité, puisqu'on fête Napoléon. Et qu'entre autres, Napoléon, à côté des militaires, avait emmené aussi avec lui des savants, dont un certain Dominique Vivant Denon, dessinateur, aquarelliste, qui est à l'origine de documents à la disposition des artistes après le voyage, quand il rentre à Paris. Mais c'est aussi quelqu'un qui a favorisé l'arrivée de différents objets, par exemple d'Égypte. Le Louvre s'est constitué, les collections justement du département d'oriental, donc tout ce qui est section orientale, s'est développé à partir de ce moment-là. Donc Vivant Denon est considéré comme un initiateur de la muséologie et partisan de l'archéologie et de l'égyptologie au tout début du XIXe siècle. Donc Vivant Denon accompagnait Napoléon Bonaparte en tant que savant, en tant que dessinateur, et des gens comme Robert Frank se serviront alors de la photographie pour sillonner un territoire et ramener également une approche de cette manière de vivre, de rencontrer la culture. Donc les premiers photographes voyageurs se sont donc mis en route pour ce Moyen-Orient, en fait, voilà, au milieu du XIXe siècle. Hein. Donc on peut arriver à faire un lien entre les deux. Donc elle est assistante de Robert Frank, qui l'initie à une nouvelle manière d'utiliser la photo. Lui qui a créé un livre fondateur de cette notion du photographe voyageur en vue d'éditer un livre. Et ce Robert Frank viendrait s'inscrire dans le vaste héritage des tout premiers voyageurs photographes qui, après les dessinateurs et aquarellistes, notamment donc, de la campagne napoléonienne, ont permis de venir ramener des documents et découvrir ces cultures fascinantes que constitue le monde oriental pour l'Européen. Donc voilà encore une image ici du livre justement de Robert Frank, qu'on pourra analyser au niveau de la composition, hein, au niveau du travail de la lumière. Alors voilà, je reviens encore à un dernier travail de Michèle Rovner, de 2009. Donc là, je préférais d'abord vous le montrer dans sa vue d'ensemble, concernant justement le thème de la fissure. Donc vous avez une sorte de mur, hein, d'écran constitué avec du mortier, des pigments. Vous voyez très très bien cette volonté de venir proposer une fissure, une fracture, une fragmentation, une séparation. Je pense que ça se perçoit très bien. Et peut-être aussi, découvrez-vous déjà, en regardant l'ombre qui se projette, hein, sur le sol avec le contraste de lumière, il y a deux grandes ombres. Donc je vous les montre. Voilà un personnage ici, là où est mon curseur. Et puis quand vous retournez un peu vers le centre, vous en avez un deuxième qui est là. Un peu comme les femmes blanches que je vous montrais tantôt. Donc elle parle de deux grandes silhouettes féminines, mythologiques.
Et quand on s'approche, donc les deux silhouettes, on ne les perçoit pas, mais vous voyez que dans cette structure de mortier, il y a une série de lignes qui sont constituées donc de ces petits êtres humains. Je dis petits parce que ramenés à une échelle minime, qui sont censés se tenir tous la main et qui forment comme des petits signes d'écriture en même temps. Donc vous voyez lentement le jeu de la lumière ou des valeurs de gris, donc des parties plus blanches sur lesquelles se détachent les petites silhouettes noires, des inclinaisons qui se modifient, qui font qu'on a une sensation aussi d'éloignement au-delà de la cassure. Par contre, à cette hauteur-ci, voilà, ici c'est l'inverse, les petites silhouettes sont blanches sur un fond gris. À l'inverse d'ici, les silhouettes sont noires sur un fond blanc. Donc on sent très bien ce jeu du travail de la part de Rovner, comme c'est comme si là vous aviez un déplacement peut-être avec, je sais pas, des animaux, des chameaux, l'évocation d'une ville ou d'une pyramide qui serait apparente ici. Donc il y a des évocations qui se font par travail, par superposition, à travers son image. Donc elle dit que ces petits personnages se tenant par la main, elle les a filmés, hommes et femmes, russes, israéliens, roumains, et puis elle a démultiplié à l'infini les formes, ce qui pour elle situe, si vous voulez, cette notion de la temporalité au-delà des frontières, au-delà des conflits géopolitiques. C'est un peu un espoir, propose-t-elle, pour une humanité réconciliée. Donc elle va travailler in situ pour sa prise de vue, elle peut reprojeter sur des œuvres existantes dans des lieux, mais elle peut projeter sur une structure donc qu'elle construit, elle peut projeter sur un livre, donc tout support peut être utilisé par rapport à la manière dont elle pense la référence à l'image, donc qui se construit par démultiplication d'éléments extrêmement réduits, extrêmement petits, et où il n'y a pas de dimension narrative à recevoir. Je veux dire, elle ne raconte pas un fait précis, elle ne parle pas d'un lieu précis. Au contraire, elle donne ou elle nous propose une utilisation assez nouvelle de l'image et de la manière dont cette image peut évoquer, peut nous permettre d'être dans une réflexion très large, très ouverte. Donc, je le répète, comme Agnès Turnauer le propose, comme Jean-Luc Nancy nous l'a proposé aussi. Si vous vous souvenez, c'est un peu lointain, mais la fameuse notion de la métexis, de la contagion, de la participation. Donc, la proposition de Nancy, c'est que on est devant un travail artistique qui fait image, donc cette image n'est pas du tout de l'ordre de la reproduction, c'est-à-dire elle ne recopie pas la réalité existante. On est ici dans un travail qui est totalement créé, mais qui va directement venir se manifester à nous, donc nous interpeller. Elle va venir vers nous, elle va nous toucher, elle va nous permettre de continuer la réflexion de l'artiste ou de déployer davantage notre réflexion par rapport au fait que nous vivons, ou peut-être dans la relation qui s'établit entre la proposition artistique et le réel qui est son point de départ. Mais l'image permet cet espace de communication entre la réalité qui est son point de départ, nous qui sommes en face de l'image interpellée, et inévitablement l'intention du processus créatif de l'artiste. Donc, voilà ce que en tout cas, m'est apparu, parce que je ne la connais pas depuis très longtemps, une démarche extrêmement intéressante. Donc là, je ne suis que basée sur des références, lectures, de petits commentaires sur Internet, images sur Internet, parce que je ne possède pas de livre qui est consacré à son travail. Et voilà, je n'ai pas eu l'occasion de voir ses œuvres non plus. Donc je ne sais pas vous dire actuellement s'il y a, pas loin de chez nous, un musée qui présenterait son travail. Mais j'avais l'envie, dans la continuité de l'approche très différente peut-être dans Selma Kiefer, mais d'évoquer quelqu'un qui travaille sur cette notion de la ruine et de la déconstruction, qui en même temps donc joue avec une nouvelle dimension de l'image, des multimédias, et travaille aussi la construction, donc l'usage de la pierre, pour élaborer pour l'artiste ce lien
au passé dont elle est héritière, et sachant aussi qu'elle est comme quelqu'un qui fait le passage, donc qui protège, qui est garante, qui est gardienne de ces civilisations connues par les objets vers les générations futures. Voilà, dans l'espoir d'arriver à créer une homogénéité au sein de l'humanité. Voilà, ça c'était quelques mots sur cette artiste. Alors, je souhaitais terminer le cours en revenant à cette femme Hélène Cixous. J'avais mentionné déjà, voilà, dans le courant de l'année, quelques éléments de référence à ce livre intitulé Peinture, écrit sur l'art, qui est édité en 2010. Et à l'intérieur donc de ce texte, Hélène Cixous parle de la relation qu'elle peut avoir à l'art et principalement à la peinture. Et je vous reglisse devant les yeux. Donc je vous en avais parlé par rapport à l'écriture rose en taille. Je vous ai montré aussi le chien demi-enfoui de Goya. Donc il est écrit, je pense ici, à ce que j'ai confié à un texte, écrit-elle. Il y a dans la vie de mon regard 2 ou 3 tableaux au monde qui me mènent. Il y a le bœuf écorché, l'autoportrait de Rembrandt le plus cru. Il y a le chien demi-enfoui ou déterré, l'autoportrait en jaune de Goya. Et il y a l'écriture rose, l'autoportrait de Antaï. Je crois que j'ai eu raison de ne pas écrire dans ma vie parce que c'est une histoire optique. Donc je vous ai lu le petit descriptif, en tout cas descriptif ressenti qu'elle avait écrit par rapport au chien demi-enfoui à l'époque, et je vous ai fait part aussi de sa manière de saisir le fonctionnement de l'écriture rose. Le bœuf écorché, j'ai juste montré l'image, mais je n'ai pas parlé de ce qu'elle a éprouvé par rapport à la rencontre avec ce tableau ou dans la rencontre avec ce tableau. Donc, cette idée que voilà, l'œuvre, elle est produite, elle est proposée à une époque par un artiste, et puis il y a le temps particulier de la rencontre. Et parmi donc les tableaux qu'elle considère comme les plus importants, qui l'amènent, comme elle dit, qui reviennent régulièrement dans sa propre vie, il y a ce fameux bœuf écorché. Donc je fais le choix d'abord de vous le montrer avec son cadre, tel qu'il est présent, appartenant aux collections du Louvre. Donc il est daté de 1655, signé donc de l'artiste hollandais Rembrandt. Travail de peinture à l'huile sur support de bois. Vous voyez, pratiquement 1 mètre de hauteur. Donc vous avez l'animal qui est donc suspendu dans l'espace, avec ce qui est assez, je veux dire, particulier et peut-être fascinant dans le travail de Rembrandt, ces contrastes d'ombre et lumière, donc d'atmosphère assez obscure, dans lequel se détache un élément lumineux. Donc je m'approche un peu plus, voilà, de la peinture seule, et ce qu'on ne voit peut-être pas directement, mais à côté, si vous voulez, du corps de l'animal, il y a cette petite tête de femme qui apparaît, qui regarde. Alors, Hélène Cixous écrit ceci. « Il n'y a pas plus écorché, plus cruélisé, plus livré à la violence que le bœuf écorché ou le demi-chien, ou le chien, demi-enfoui, donc de Goya. Je me rends compte que si je frémis, c'est toujours autour d'une scène qui me peint, qui me repeint ce que nous sommes. L'équivalent de la peine qui est en nous. De ce point de vue, le bœuf écorché est pour moi l'absolu. Je l'ai écrit dans mes textes sur Rembrandt. J'ai donc mis des dizaines d'années avant de me décider à entrer dans le bœuf écorché, à me dire pourquoi justement ce bœuf écorché, qui est pour moi le roi, l'empereur, le tableau des tableaux, pourquoi m'apparaît-il dans une telle majesté, dans une telle puissance ? Elle dit à un moment donné, je vais peut-être d'abord vous lire le texte,
Elle dit dans la continuité de sa réflexion, il y a dans sa galerie, donc dans la galerie des tableaux de Rembrandt, des bêtes sabées, des femmes magnifiques, des grands bourgeois, et de manière équivalente, il y a le bœuf écorché, qui est donc l'homme même, ou la femme même. Et le jour où je me suis attablée à écrire, où je me suis installée devant le bœuf écorché en me disant, entre guillemets, parlons, j'ai eu un vrai choc. Bien sûr, et c'est le mystère même d'un tableau, Dieu sait que je l'avais regardé, ce tableau, mais je n'avais jamais reçu son texte. La radiation, le coup, je les avais reçus, mais le texte non. Quand je me suis installée pour le lire, le bœuf, comme un livre, j'ai vu brusquement l'escalier que je n'avais jamais vu. Le bœuf écorché est en même temps une énorme cage, une énorme grotte thoracique qui est explorable par un escalier pourpre et or. C'est un escalier qui mène au mystère de la vie et de la mort. Je l'ai pris plusieurs fois dans mes textes à peinture. Et je vis que ce bœuf est au fond une sorte de tente royale, avec à l'intérieur les côtes qui forment une volée de marche. Il y a beaucoup d'autres bœufs écorchés, qui sont des descendants de celui-ci. Il en émane en même temps, et je ne peux l'évoquer ici que très brièvement, une incroyable douleur. Mais cette douleur prend forme. Autrement dit, c'est une tragédie. Et la tragédie du tragos, c'est-à-dire du bouc qui est destiné aussi à être écorché, c'est la tragédie. Il faut savoir qu'Hélène Cixous est issue d'une famille dont les parents appartiennent à des cultures très différentes, donc allemand, donc juive allemande pour la maman, née en Allemagne, et puis le papa né en Algérie, et elle-même, Hélène Cixous, née à Oran, mais avec une culture qui l'ouvre autant à la connaissance de la communauté juive qu'au grand moment de l'Antiquité gréco-latine, qu'à la découverte fascinante des auteurs occidentaux européens. Donc elle manipule, je dirais, le latin, elle est traductrice en anglais, elle est fondatrice d'université à Vincennes, à Paris, donc c'est un personnage extrêmement étonnant. Et elle relève que Rembrandt fait à la femme un sort magnifique. Elle dit « il aime la femme ». On voit qu'il aime parce que chez lui, il n'y a pas seulement de charmantes jeunes filles, il y a aussi toutes sortes de vieilles femmes. Ce qui veut dire qu'il n'est pas guidé par l'appétit, par un instinct prédateur ou par une structure classique phallocratique, mais la curiosité amoureuse à l'égard de toutes les formes du devenir humain. Elle poursuit « Il faut relever la violence qui est infligée très particulièrement dans l'ensemble de l'humanité, en italique, à ce qui est femme. Lorsque je parlais de l'animal, comme le bœuf ici, c'était l'universel. Mais par association et de manière juste, on peut mettre en rapport d'équivalence animal, femme, poète, juif, déporté. J'ai fait une erreur, pardon. La liste est infinie de tous ceux qui se retrouvent poussés de côté, à demi inhumés et pas exhumés, et parmi lesquels on peut citer une quantité de minorités, et à côté des minorités, une énorme majorité, la majorité des femmes. Ça nous permet de comprendre le sens de l'usage de certains mots dans la pensée d'Hélène Cixous. Donc aussi de découvrir ce qu'elle va reconnaître à travers la peinture de Rembrandt. Vous voyez le bœuf écorché, elle parlait de l'animal, c'était l'universel. Mais pour elle, la question de l'animal, aussi de l'animalité en l'homme, la question de la femme, elle a défendu très très fort la place de la femme, elle a même été évoquée dans des propos plus féministes dans les années 70. Justement, certaines formes de propos, d'expression comme celle du poète, un peu en marge, la présence du juif,
des déportés, de ceux qui vivent les exodes, les exils, les migrations, etc. Eh bien, tout ça fait justement partie de ces minorités, et elles découvrent à travers certains tableaux des formes d'évocation, quelque part des moments, quand elle entre en communication avec cette image, qui la conduisent à cette prise de conscience, en tout cas qui lui permet de continuer cette réflexion. Donc, entre autres, Rembrandt constitue un artiste chez qui elle va découvrir des images qui sont très très fortes dans leur évocation. Alors, elle parlait dans la galerie de Rembrandt, elle parlait des Bethsabées, justement. Le Rembrandt a peint ce sujet, Bethsabée, donc j'y reviens tout de suite, mais j'avais aussi noté dans le début de l'ouvrage, il est écrit « Nous connaissons le privilège que Cixous accorde ici à la peinture face à la photographie. La photo prend ce que la peinture, l'écriture et le rêve ne sauraient pas prendre. La photographie, ai-je toujours pensé, c'est l'ennemi, le mien précisément, l'adversaire. On ne peut pas prendre des photos et écrire, me dis-je. La photographie relève d'abord, donc chez Hélène Cixous, d'une passion prédatrice qui rend le sujet lui-même captif du désir de prendre. Et ceci est la différence du geste pictural, qui a très tôt été chez l'écrivain un geste respectueux de l'altérité. Donc pour Hélène Cixous, il n'est pas possible en même temps de faire de la photo et d'écrire sur la photo, puisque la photo prend, se saisit de la réalité, ce qui n'est pas du tout le cas de l'attitude du peintre, et elle a une plus grande aisance à mettre des mots sur l'image picturale et pas sur l'image photographique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. À l'inverse, Jean-Luc Nancy parle aussi bien de la photo que de la peinture. Jacques Derrida, qui est un grand ami d'Hélène Cixous, aime écrire sur la photographie, mais pour Cixous, ce n'est pas possible. Donc, ce qui peut peut-être aussi expliquer que, comme elle le dit, les trois œuvres qu'elle a mentionnées sont vraiment des œuvres produites par la création, le dispositif de création de la peinture. Donc, voici ce travail qu'elle va considérer avec beaucoup d'attention, également de Rembrandt, Bethsabée au bain, tenant la lettre de David. On est sur une proposition d'huile sur toile, elle est de format carré, 1,42 m de côté, constituée en 1654, tout à fait contemporain du bœuf écorché, et également un tableau qui appartient aux collections du Louvre, étant signé et daté. Alors, ce qui est très étonnant, c'est la manière dont Rembrandt va traiter de ce sujet-là. Donc, vous voyez, par rapport au petit descriptif qu'on pourrait en faire, donc là, je ne parle pas de la lecture que donne Hélène Cixous, descriptif qu'on pourrait en faire. Donc, vous avez Bethsabée qui se présente pratiquement nue dans l'image, mise en lumière, la main posée sur ce tissu blanc qui est en fait ce qui l'enveloppait. Elle tient la lettre à la main et il y a une personne un peu plus âgée, un peu plus sombre aussi, qui l'aide au moment de la toilette. Puis vous avez une sorte de grand brocart, ici doré, qui est là au-dessus, et qui fait peut-être lien vers cet arrière-plan extrêmement sombre, donc qui met d'autant plus Bethsabée en lumière, comme élément vraiment que l'œil va considérer. Et puis, là, on peut peut-être un tout petit peu découvrir une structure ou un peu un objet derrière elle, mais l'essentiel est vraiment de découvrir ce qu'éprouve, enfin, un ressenti très intérieur chez Bethsabée. Donc, ce tableau a été restauré. On a enlevé les couches successives de vernis en 2014 pour pouvoir faire réapparaître toute cette vibration particulière et notamment donc les valeurs de clair-obscur importantes chez Rembrandt qui avaient été opacifiées par les couches de vernis. Alors, Rembrandt a 48 ans quand il peint ce tableau, donc il a atteint je veux dire, il a une maîtrise totale de la peinture, il a une renommée,
importante également. Et ici, il mentionne un sujet qui appartient donc à un récit de la Bible, de l'Ancien Testament, qui parle notamment du roi David. On est vers l'an 1000 avant l'an 0. Alors, je vous glisse d'abord quelques détails, mais voilà la lettre, la main, le petit bracelet, j'y reviendrai. Le fameux brocart tout à fait tissé, brodé qu'on a à l'arrière. Le détail de la dame plus âgée. Alors, ce qu'ils expliquent au niveau du site du Louvre, c'est que Bethzabée a probablement les traits de Hendrik Stoffels, qui était la compagne de Rembrandt, suite au décès de sa femme Saskia, et qu'elle a souvent été utilisée, comme Saskia aussi, comme modèle pour les personnages principaux des tableaux. Donc voilà, ces traits de visage seraient ceux de Bethzabée. On la voit peut-être mieux ici, avec une autre prise de vue du tableau. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, je m'appuie ici sur une sorte d'illustration qui est beaucoup plus conforme à ce que les peintres ont montré pendant très longtemps de ce récit. C'est un récit donc avec une narration très spécifique. Et vous voyez, Bethzabée est au centre de l'image. Elle montre partiellement son corps nu. Elle est accompagnée donc de ses servantes, entre guillemets, domestiques, qui l'aident à sa toilette. Mais vous voyez qu'ici, il y a un personnage donc, qui est à gauche de l'image, qui semble arriver, qui s'adresse à elle, lui habillé de vêtements sombres. Alors, il est accompagné d'un lévrier, ce qui est un animal très souvent en lien avec le fameux serviteur qui est envoyé. Et il est envoyé par qui? Il est envoyé ses deux doigts, vous voyez le pouce et l'index, dirige notre regard vers le haut. Alors on voit un peu plus loin le bâtiment, le balcon, une personne en tout cas, habillée de rouge comme ça au balcon. Et en fait, ça c'est le roi David. Donc l'histoire veut que David ait aperçu pour la première fois Bethzabée, donc Bethzabée au bain, et qu'il a été fasciné, séduit par la beauté de cette femme. Or, Bethzabée est l'épouse d'un de ses officiers qui est parti en guerre. Alors, il va faire rappeler Uriv, qui va revenir probablement à Jérusalem, il le fait rappeler parce que donc il a été séduit par Bethzabée, elle a accepté de venir dans son palais et il se fait qu'elle est enceinte du roi David. Donc il demande à Uri de reconnaître l'enfant. Uri ne veut pas pour respecter la tradition. Donc il se fera tuer. Bethzabée va devenir l'épouse de David. L'enfant va naître, mais après 7 jours, l'enfant va mourir. Et puis ils auront un nouvel enfant qui sera le futur héritier. Ça, c'est l'histoire. Je vous la raconte comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'inverse, évidemment, Rembrandt ne traite pas de ce récit et se focalise sur la lettre. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout le même environnement non plus autour de Bethzabée. Vous voyez la grande différence entre la version donc de Jean Masseys, artiste anversois, même s'il y a un siècle qui précède la version de Rembrandt, mais c'est surtout l'atmosphère même de l'image qui est très très différente ici. Alors dans les deux cas, la personne, Bethzabée, porte ce petit bracelet qui est probablement un trait de la mode, je dirais en Europe du Nord, en Lente ou dans les Pays-Bas. Mais c'est pareil dans d'autres tableaux.
Donc voilà, l'idée pour moi n'est pas de vous raconter ici l'histoire de Lot et de ses filles, mais de vous montrer, voilà, de nouveau, si je reviens au tableau, voilà, le bras droit d'une des filles de Lot, donc elles vont enivrer leur père pour avoir une relation avec lui. On voit très très bien, voilà, la présence de ce bracelet également, avec ce même type de traitement d'une peau, avec des voiles qui augmentent évidemment la sensualité, comme on peut le retrouver dans le thème, toujours chez le même artiste Masseis, de Suzanne et les vieillards. Donc elle va être approchée et quelque part, les vieillards vont être fascinés par sa beauté. Mais là aussi, l'idée pour moi n'est pas de vous raconter l'histoire de Suzanne et les vieillards, mais c'est pour vous montrer les constances que l'on peut avoir chez l'artiste ou par rapport à ces grands thèmes voilà, bibliques dans la représentation, avec toujours le personnage posé au centre, une articulation symétrique, la profondeur, le paysage qui se déploie autour, et justement cette manifestation, le petit bracelet, cette manifestation qui est tellement différente dans la proposition que nous fait Rembrandt ici. Et c'est là, enfin, je vais vous lire un petit peu, mais je n'aurai pas l'occasion de faire l'ensemble du texte d'Hélène Cixous. C'est là qu'Hélène Cixous va véritablement porter un regard sur ce tableau et va transcrire dans l'ouvrage Pénéture, en page 47 à 55, certaines particularités de lecture qu'elle fait à partir de ce tableau. Donc elle commence à dire « Cette nue n'est pas un nu. Elle n'est pas faite, pas peinte pour être vue nue. Justement elle, Bethsabée, celle qui fut vue, n'aurait pas dû être vue, celle qui fut aperçue de loin. Celle-ci que nous voyons n'est pas l'objet mortel, pas l'objet du désir et du meurtre. C'est Bethsabée en vérité, la nudité non nue, non dénudée, non dévêtue, propre. Bethsabée absolue, sans homme. Peut-on imaginer la voyant, David et Bethsabée? Le nom Bethsabée appelle David, mais cette femme-là, non. Ceci est Bethsabée, et ce qui reste de David, ce serait cet environ obscur, cette sorte de noirceur. S'il y a un couple, une paire dans le tableau, ce sera en effet le jour et la nuit. J'ai dit sans homme, je veux dire sans homme entre guillemets visible, je veux dire sans homme intérieur. À l'intérieur d'elle-même, sans après, sans rigidité. Et cette femme n'est pas dressée. Ce qu'il n'y a pas dans Rembrandt, et il n'y a pas Vinci, pas le sourire, pas le regard qui prend, et le sourire qui fuit. Il n'y a pas de sourire, pas d'extérieur, pas de visage qui se laisse regarder, qui se sait regarder, pas de face, pas de surface, pas de scène, tout est à l'intérieur, pas de représentation. La passivité de Bethsabée, l'affaissement, l'imminence, penchée sur son cœur obscur. Où nous emmène Rembrandt? À l'étranger, le nôtre, l'étranger, notre autre pays, et nous emmène au cœur. Le pays même de Rembrandt, ni la ville, ni la campagne, mais le pays intérieur, le paysage de la Bible intérieure. Un peu plus loin, elle écrit « Je vérifie d'où vient la lumière. L'ombre du ruban sur la peau de Bethsabée nous dit qu'une forte lumière vient de la gauche. Mais l'éclat nacré du triangle de la coiffe sous le chapeau de la servante nous dit qu'un jet de lumière monterait de la droite. La source de la lumière est coupée. La lumière reste. Le feu secret qui émane de la chair. Mais de quelle lumière secrète sommes-nous faits? De quelles épaisseurs? Ce que Rembrandt nous rend, la pâte, la profondeur, le tactile, ce que nous perdons, que nous avons perdu, nous qui vivons plat, sans épaisseur, en silhouette sur écran, le rayonnement intérieur. Une scène de Rembrandt, ce qui lui donne sa force, par quoi elle nous prend, nous pousse, nous pince, nous caresse, c'est au-delà des échanges guerriers, courtois,
au-delà des semblants, des codes, des costumes, qu'elle se passe toujours en même temps dans la cave, dans la grotte, dans la forêt, dans ces grandes et sombres cathédrales préhistoriques, où se meuvent nos couleurs, nos dessins, où brillent attraction et répulsion, comme des lanternes dans notre obscurité. C'est là que Rembrandt nous entraîne, en bas de nous, par l'escalier rouge sous la croûte terrestre. Ce monde est plein de nuit, et l'étoffe dorée, l'étoffe de la nuit, est une glaise, une boue. Elle bouge encore imperceptiblement. Pas de paysage, pas non plus de meubles. Au lieu de meubles, de rayonnage, des étagères, de couleurs, des bandes, des coups de pinceau. Que voyez-vous en haut, à droite? Un monsieur m'a dit, il y a une armoire, avec du linge empilé. Un autre monsieur, peintre celui-ci, un fond d'architecture, un pilastre. Et un commentateur me dit, le rideau a été tiré. Nous avons tellement besoin d'armoires, de rideaux, tellement besoin de meublés. Le monde intérieur est plein de nuit et d'étoffes dorées, d'étoffes de nuit, rouleaux de nuit. Rideaux, les rideaux ont été tirés. Les étoffes, les linges, les ors foncés, les ors blancs, côtoient, jouent en majeur et mineur, l'or blond du corps. La chambre entière est chair. Sexe. Les rideaux se sont soulevés, comme des paupières, découvrant la prunelle claire, le corps lumineux de Bethsabée. Je remarque la sensation de rideaux tirés, comme si notre naïveté pensait « Cela, cette lumière dans la coupe de chair, n'existe que cachée, préservée. C'est l'intimité. On ne peut jamais la voir, sinon à condition d'une indiscrétion. » Je revois Rembrandt peignant le voile, qui ne cache rien sur l'aine. Rembrandt effleurant d'un voile l'aine de Bethsabée. Le voile, un rien qui fait la nudité, sans ce rien transparent, nous oublierions qu'elle est nue. Et Bethsabée est en personne, en costume de chambre, encore. C'est le corps qui est le visage. Elle ne nous regarde pas. Elle est de celles qui ne nous regardent pas. Je veux dire ces femmes, Bethsabée, Marie, Henrique, ne nous regardent pas, ne s'arrêtent pas de vivre, entre parenthèses, c'est-à-dire de rêver, c'est-à-dire de s'en aller, pour nous regarder. Elles s'éloignent, elles s'en vont lentement, et une pensée les emporte vers l'inconnu, au loin. On entend à peine l'appel du loin. Et nous, les regardants, nous voyons s'en aller la pensée. Nous voyons la pensée. Il s'agit du portrait de la pensée selon Rembrandt. La pensée n'est pas le lourd penseur assis. Elle passe intérieure, distraite, voyageuse. Elle est l'étrangère. Elle peint l'étrangère, l'étranger en moi, en vous. Les temps où sous le coup d'une lettre, nous devenons soudain l'étranger, l'étranger en nous-mêmes. Nous nous séparons de nous-mêmes, nous nous perdons, de vue aussi. Tout semble domestique, et cependant il nous monte aux yeux comme des larmes une telle étrangeté. C'est qu'elle est déjà partie, celle qui s'appelle Bethsabée. Mais le corps reste. D'autant plus corps, d'autant plus chair, d'autant plus lourd ici, qu'elle, Bethsabée, est ailleurs. Le visage voyage. Un grand silence règne dans le tableau. À quoi penses-tu? Nous demandons-nous. Une femme nue, pensive, corps pensif. D'un côté, la pensivité accentue la nudité, nudité nue, nudité non pensée, non veillée, non gardée, donnée. Un peu plus bas, elle dit de l'autre côté, la personne qui pense devant nous nous abandonne. Distraite, elle nous est distraite, et elle peint la pensivité. Cette absence dans le corps, ce s'en aller de l'âme qui laisse le corps désert comme un tombeau vivant. Nous pensons, nous partons. Une femme plus bas aux pieds, plus âgée, est un reste. Elle nous revient du dessin du Victorian Albert Museum de Londres. La femme au chapeau
est l'étrangeté de Bethzabée, l'exotisme, l'Asie, nue au chapeau, extravagance, quelque chose d'aberrant dans la nudité coiffée, et la coiffe orientale, ce nu coupé en deux, le corps à Bethzabée et la coiffe à la plus vieille. Voilà, je continue encore un petit peu, mais je vais moi m'arrêter ici.